bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Mesborodko, je suis producteur chez Azubo Studio et plus particulièrement chez Holoforge, qui est la division B2B professionnelle du studio. Azubo Studio, c'est un studio de jeux vidéo qui a 15 ans. Donc vous demandez peut-être ce qu'on fait là. Eh bien, on a eu une relation assez singulière avec Microsoft sur les technologies HoloLens de réalité mixte, puisque dès 2012, on a travaillé avec eux dans la plus grande confidence sur le développement des premières applications HoloLens. Si bien qu'à la sortie du casque, sur les 7 applications disponibles, 3 sortaient de chez nous, de notre studio à Bordeaux. C'était du jeu vidéo, une application de tourisme. Microsoft a l'habitude de sortir un jeu vidéo avec un nouveau device. Déjà, dès la sortie de Windows 3.1, on a eu l'apparition de la souris et qui arrivait avec le démineur. Donc l'idée, c'était d'avoir un jeu pour s'approprier cette nouvelle techno, cette nouvelle dimension. Donc on a renouvelé un petit peu la tradition de Microsoft cette fois-ci. Pour commencer, je voudrais revenir un petit peu sur l'ensemble de ces notions, l'AR, la VR, l'AMR, l'AXR. Ça fait beaucoup de termes différents qui souvent se recoupent. Tout le monde n'est pas d'accord sur leur définition. Avant 2016, on avait l'AR et la VR, c'était parfaitement identifié, c'était facile. La VR, on était complètement immergé dans une application. En AR, c'était l'inverse. On avait un peu de réel, un petit peu de virtuel. Et puis, en 2016 est sorti ce casque un petit peu particulier et Microsoft a dit c'est de la mixed reality. Très bien, donc là, on a bien identifié ce que c'est que la mixed reality. C'est de l'AR, mais avec une excellente perception de l'espace, avec la possibilité de stabiliser de l'information autour de soi et donc de vraiment faire abstraction de ce côté d'écran et d'avoir l'info tout autour de soi. Et puis en 2017, ils ont sorti des casques de VR, mais ils ont dit que c'était aussi de la mixed reality. Donc là, on a commencé à être un petit peu perdu. Et puis on a également un mixed reality viewer sur nos tablettes. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait juste que c'est un peu comme de l'AR, comme de l'ARKit ou de l'ARCore, mais ils appellent ça de l'AMR. Donc finalement, ça nous a amené à nous poser quelques questions, puisque nous, depuis 2016, on faisait de l'AMR, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait si les casques de VR et de AR se mettent à être de l'AMR? Donc quand on regarde la définition, elle date de 1994, elle est donnée par Paul Milgram, donc je l'ai remise ici, donc c'était un chercheur du MIT, et donc c'est un endroit, un continuum dans lequel se croisent vraiment, se répondent le réel et le virtuel. Donc finalement, on se rend compte que tout ce qui est la réalité augmentée, c'est un sous-ensemble de l'AMR. À peu près toute la VR est un ensemble de l'AMR. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que tous ces termes font partie de la XR. Donc voilà, pour ajouter un petit peu de complexité dans ce monde. Donc la XR, c'est la Extended Reality, donc la réalité étendue, qui regroupe toutes ces nouvelles interfaces. Pour les technophiles, ou en tout cas pour les férus et les développeurs, comme la plupart des gens ici, la XR, c'est très important puisque il y a un an environ, se sont montés les consortiums de développeurs et ont standardisé des librairies de développement communes à tous ces appareils. Donc la guerre de l'AR, de la VR est complètement finie, complètement enterrée. On travaille tous dans la XR et c'est formidable. Mais nous, chez Holoforge, on a vraiment développé une compétence sur la mixed reality, mais sur celle avec les hologrammes. Donc, comme on ne sait plus bien comment l'appeler, finalement, on travaille sur HoloLens. C'est plus facile. On n'a pas trouvé d'équivalent. Pas encore. Il devrait pas tarder à arriver. On voit un Magic Leap qui va être annoncé, qui devrait sortir cette année. On le regarde avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. Mais en attendant, Microsoft règne en roi dans le secteur avec son HoloLens. L'an dernier, on était peut-être 2 ou 3 stands à présenter des casques HoloLens. Cette année, je ne sais pas, on est une vingtaine, une trentaine peut-être. Donc on voit vraiment que c'est plus qu'un simple phénomène de mode. J'étais ici pour vous parler de la maintenance et de l'information. Alors, qu'est-ce qui plaît aux industriels dans ce casque? La première chose, c'est que c'est un des rares appareils 100% autonome. Il peut fonctionner sans être connecté à aucun système d'information, aucun réseau Wi-Fi. On l'allume, il embarque tous les processeurs graphiques, tous les processeurs d'affichage,
Il embarque une certaine connectivité s'il y a besoin. Et ce qui fait que pour l'intégrer, c'est très très facile. Pour le déployer, c'est enfantin. Il est parfaitement acceptable. Il est acceptable puisque grâce à son affichage holographique, il permet de garder une parfaite perception de la réalité sans être ni obstrué par quelque chose qui va venir un petit peu comme des pixels morts devant les yeux ou quelque chose qui va nous prendre les mains. Donc finalement, on va pas changer grand-chose, on va juste augmenter un peu notre quotidien et nos habitudes. Ce qui le rend parfaitement acceptable, et c'est fondamental puisque ce qu'on veut, c'est que nos utilisateurs deviennent prescripteurs. Donc on veut qu'ils s'engagent et qu'ils acceptent tout de suite ces nouvelles technologies. On travaille avec des hologrammes. Alors c'est pas réellement des hologrammes puisqu'ils ne flottent pas réellement dans l'espace, mais en tout cas on a cette sensation d'avoir des objets en 3D, en stéréo, vraiment ancrés dans l'espace autour de nous, ce qui nous permet de faire complètement abstraction de cette notion d'écran, de bord d'écran, et donc ça ouvre tout un nouveau champ des possibles au niveau de la lisibilité de l'information et de la manière dont on va l'apporter. Et enfin, c'est un produit Microsoft. Alors, c'est pas terrible lorsqu'il faut faire des mises à jour, on les connaît. En revanche, un produit Microsoft, c'est standard, c'est fiable. Ça fait 30 ans que tous les grands groupes se fournissent chez Microsoft. Pour intégrer dans un système d'information, c'est pas du tout du matériel exotique. Donc c'est du Windows 10 et c'est très facile à intégrer. Quand même, quelques petits points faibles. Le prix, d'une certaine mesure. Pour les grands groupes, ça ne leur pose pas trop de problème de mettre 3 ou 5 000 euros dans un casque. Pour des PME, ça peut être un frein à l'adoption de cette techno, mais on a bon espoir, ça va se lisser, les prix vont se baisser. Lorsque la concurrence sera en mesure de sortir des appareils similaires, le marché va se stabiliser. Et puis enfin, son poids, même s'il est ultra léger, même s'il ne fait que 600 grammes, on ne s'imagine pas encore travailler avec 8 heures par jour. Nous on a l'habitude, on travaille quotidiennement avec. On ne va pas recommander de le porter plus d'1 heure ou 2 heures vraiment d'affilée, et ce tous les jours. Même si sur un point de vue ergonomique, on a travaillé avec un de nos partenaires Framatome qui est présent. Donc, par ailleurs, on est exposant juste derrière, donc c'est assez pratique si vous voulez voir nos démos. Donc avec Framatome, ils ont mené une étude ergonomique très sérieuse avec l'université de Dijon, justement sur les conditions de travail avec ce casque. Le résultat de cette étude est qu'il n'y a aucun risque ni sur la vue, ni sur l'aspect cognitif, ni sur aucune séquelle au niveau des cervicales. En revanche, une étude, c'est pas encore assez. Il faudrait qu'on en ait une dizaine, qu'on puisse les recouper pour vraiment être sûr qu'on puisse travailler avec toute la journée, que ce soit absolument sans risque. J'étais là surtout pour vous parler d'un cas d'usage qu'on a développé avec UPSA et qui illustre bien les possibilités et ce que nous réserve ce casque. Je vais vous diffuser une petite vidéo. Je ne sais pas si on va avoir du son. Il faut que je branche quelque chose, c'est ça ? Bon, je garantis rien sur le volume. Très bien. Oui. Bien, heureusement que nous avons les sous-titres. C'est un petit peu dommage. Bon, je ne vais pas y arriver. Ah bah c'est très bien, excellent. Ainsi que l'optimisation de la chaîne de production. Je vous la remets du coup. La voici. UPSA est un laboratoire pharmaceutique produisant des médicaments depuis 1935.
Depuis toujours, nous axons le développement de l'entreprise sur la sécurité et la qualité de nos produits, ainsi que l'optimisation de la chaîne de production. Notre chaîne de production étant soumise à de nombreuses contraintes, il nous faut constamment vérifier les procédures et surtout les transmettre à tous nos employés. Pour réaliser cette mission, nous utilisons de nombreux supports papier et cela peut s'avérer complexe et fastidieux, mais finalement indispensable pour comprendre le fonctionnement interne des machines. Devant cette problématique, nous avons travaillé avec HoloForge, spécialisé dans le développement d'applications sur HoloLens. Leur expertise nous a permis d'exploiter au mieux les capacités de HoloLens et d'adapter l'expérience utilisateur à notre environnement industriel contraignant. Nous avons ainsi conçu une application permettant d'offrir plus d'autonomie et de mobilité à nos formateurs. Il nous est désormais possible de représenter à taille réelle le fonctionnement détaillé de chacune de nos machines hors des ateliers de production. Nous pouvons ainsi nous plonger au cœur de notre chaîne de production, zoomer sur les détails techniques et sensibiliser les opérateurs sur les problèmes critiques auxquels ils peuvent être confrontés. Après plusieurs tests, ces nouveaux scénarios pédagogiques ont montré que 5 minutes de formation sur l'application résument désormais la lecture d'un livret de 50 pages. C'est un gain considérable. La propreté de l'environnement de travail est capitale dans la production de produits pharmaceutiques. La formation holographique n'est pas le seul objectif de l'application. HoloLens nous permet également d'accompagner et d'assister nos opérateurs sur le terrain. Il est nécessaire de démonter, nettoyer et remonter régulièrement les machines. Pour cela, l'opérateur peut, grâce à HoloLens, suivre les procédures en temps réel, en vérifier chaque étape et remonter toute anomalie rencontrée lors de son intervention. Nous améliorons ainsi constamment nos processus, c'est un vrai gain en termes de qualité, mais également de sécurité et de productivité pour nos équipes. Si l'un de nos opérateurs rencontre un problème bloquant lors d'une intervention, il peut faire appel à un expert à distance afin d'être guidé. Il gagne ainsi un temps précieux et peut réagir plus efficacement, même face aux problèmes les plus techniques. Il est important pour UPSA d'anticiper les transferts de compétences et les changements technologiques à venir afin de maintenir notre excellence opérationnelle. Cette application en réalité mixte en est une première réponse. HoloLens offre un potentiel immense pour l'industrie pharmaceutique où la seule limite est la créativité de nos équipes. Donc merci de votre attention. Sur ce film, on voit 3 grands usages de la réalité mixte. Au début, lorsqu'on a travaillé avec UPSA, on a travaillé sur un dispositif de formation uniquement. Donc nous avons optimisé leur modèle 3D, nous les avons importés dans notre système et nous avons créé des scénarios de formation qui, comme l'a dit Paul dans la vidéo, qui nous expliquent le fonctionnement de la machine dans les moindres détails en expliquant tous les flux, tous les dangers, toutes les procédures de montage et de démontage. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il pouvait utiliser rigoureusement la même application en maintenance. C'est-à-dire que lors des opérations de montage ou de démontage de la machine, comme ils ont les mains occupées, finalement c'était assez pratique d'afficher le modèle numérique de la machine juste à côté. Ça leur permet de rester concentrés à la fois sur ce qu'ils font et à la fois d'avoir un rappel de son fonctionnement et vraiment de minimiser les erreurs, de maximiser leurs opérations et d'avoir une excellente compréhension de ce qu'ils sont en train de faire. Et le dernier usage, c'est l'assistance terrain. L'assistance terrain qu'on développe par ailleurs avec nos partenaires Framatome, avec Nomadic, sur d'autres usages, donc dans la maintenance du nucléaire civil et dans la télémédecine. L'idée, encore une fois, c'est que les opérateurs sur le terrain ont souvent les mains occupées et grâce à HoloLens, ils peuvent, sans que ça gêne leur champ de vision, faire appel à un expert métier, un expert du domaine et éviter tout un tas de déplacements. Souvent, cet expert est astreinte. Souvent, il est chez lui pour le moindre problème. Pour être vraiment sûr qu'il ait apporté la bonne réponse, il se déplace. Donc, il a le temps de déplacement jusqu'à l'usine. Il passe en chambre pour enfiler sa combinaison et il passe dans un sas stérile. Et ensuite, pour s'assurer qu'effectivement, il avait bien diagnostiqué le bon problème et qu'il peut rentrer chez lui. Donc, le temps de l'opération, c'est environ 4 heures. Ici, avec HoloLens, on l'appelle,
Le superviseur ou la personne d'astreinte, le technicien, a tout de suite une excellente perception de ce qui est en train de se passer. Il est capable d'envoyer de la documentation ou d'envoyer tous les éléments nécessaires pour que l'opérateur qui est sur site puisse se dépanner. Et ensuite, il peut contrôler que la maintenance ait bien été effectuée, vu qu'il a un retour vidéo extrêmement précis. Je vais revenir sur les deux précédents cas d'usage. Donc en formation, c'est très utile. Donc déjà, on va, comme toutes les formations digitales, on va augmenter la sécurité, puisqu'on n'a pas à utiliser des machines très lourdes. C'est extrêmement économique, puisque une fois qu'on a déployé l'application une fois, on peut la redéployer une dizaine de fois, la ressortir tant qu'on veut. Et encore une fois, ici, on a les mêmes caractéristiques que n'importe quelle formation digitale, si ce n'est que c'est, comme on l'a dit, grâce à HoloLens, c'est extrêmement acceptable. On ne perd pas pied avec la réalité, on reste vraiment en connexion permanente avec l'environnement, avec le formateur, avec nos collègues, et en même temps, on est en train d'étudier des cas extrêmement complexes et une machinerie complexe. Et enfin, je m'arrêterai là. Et pour les économies de coûts, bien entendu, on n'a pas à mettre en service ce type de machines qui sont censées tourner H24, 7 jours sur 7. En maintenance, on peut afficher les informations dans leur contexte. Donc lorsqu'on est vraiment concentré sur son métier, on n'a pas envie de détourner le regard, on n'a pas envie d'aller chercher la documentation, on n'a même pas envie d'avoir une main avec une tablette pour tenir de l'information, puisqu'en même temps, on a besoin de nos mains pour faire l'opération de maintenance. Donc le fait d'afficher soit en surimpression, soit à côté, selon les cas d'usage, un modèle numérique a extrêmement de valeur. On peut venir se connecter à un système d'information existant. Encore une fois, on est sur du Windows, donc c'est assez facile de venir se connecter. Et ensuite, dès lors que la data est standardisée, on peut venir importer la data existante directement dans le casque. Et puis bien entendu, on a tous les avantages des lunettes connectées, donc on a un affichage tête haute et on garde les mains libres. Donc aujourd'hui, tout le monde voit parfaitement tous les bénéfices, mais les chaînes de production n'en sont pas encore équipées. Ce n'est pas une question de scepticisme de leur part, ce n'est qu'une question d'agenda. Il faut savoir que le casque est sorti au premier trimestre 2016. Donc vous avez passé le 1er janvier, donc vous avez déjà entamé le premier exercice fiscal, ce qui veut dire que les budgets R&D ont déjà été attribués et n'ont pas été attribués à des développeurs HoloLens. Sauf pour vraiment les early adopters, les gens qui surveillaient de très près cette techno, qui ont gardé un peu de budget et qui ont pu faire appel à des développeurs pour leur premier prototype. Ensuite, en premier trimestre 2016, se posait la question, mais qui développe ça? Il n'y avait pas de développeurs. C'est tout nouveau, ça n'existe pas. Les seuls développeurs étaient Microsoft, avec les coûts de développement qu'on leur connaît, et nous, puisque ça faisait déjà 4 ans qu'on travaillait sur la techno. Et donc, on ne pouvait pas répondre à tout, on n'était pas assez nombreux, et puis tout le monde ne nous connaît pas, on vient du jeu vidéo, qu'est-ce qu'on vient faire dans ce secteur? Si bien que tout a commencé à se stabiliser en 2017. On a donc déjà, fin 2016, on a les queues de budget qui se débloquent. On peut, donc les grands groupes peuvent aller commander leur prototype. Et puis, au début d'année fiscale, ils ont tous fait leur budget, ils ont tous mis un POC HoloLens dans leur budget pour l'année 2017. Donc, ici, on travaille surtout avec les budgets R&D, innovation. On n'est pas encore en production. Puisque il faut voir, on ne va pas commencer à bouleverser toutes nos habitudes d'industriels. Ça fait 50 ans, 100 ans, 4 siècles si on prend l'exemple de Naval Group avec qui on a travaillé également. On ne va pas venir bouleverser tout leur process de production, donc il faut d'abord un petit peu voir. Donc début 2016, les appels d'offres apparaissent, les marchés sont attribués, les prestations sont attribuées, et on commence à se voir multiplier les proof of concept entre mi-2017, fin 2017. À côté de ça, les gens se forment, les prestataires montent en compétences, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a
énormément de gens très compétents sur le sujet qui ont su tout de suite prendre ce virage ou tout de suite voir le potentiel de cette techno et qui ont pu continuer à accompagner leurs clients sur ces nouveaux usages. On arrive en 2018 aujourd'hui où on ne passe pas encore tout à fait sur des budgets production. On est encore sur du POC de niveau 2 ou sur des budgets de formation. Si on ne peut pas toucher tout de suite à toute la chaîne industrielle, on va pouvoir toucher à la formation où les impacts ne sont pas mesurables instantanément. Les impacts seront mesurables quelques années après, si jamais on se plante. En tout cas, on ne peut pas venir perturber encore une fois la production puisque les impacts seront mesurables tout de suite. Et donc, ce qui nous amène à aujourd'hui, où là, on a un marché assez mature et on suppose que donc cette année, en 2018, on va commencer à faire les vrais tests sur terrain avec des POC extrêmement bien élaborés, extrêmement poussés, parce qu'on aura déjà fait plusieurs itérations. Et en 2019, on va voir apparaître ce genre d'appareil dans les chaînes de production en ce qui concerne les industriels. À partir de 2019, ce qui devrait, si on en croit la presse et les rumeurs, coïncider avec une mise à jour du matériel, une mise à jour du hardware, peut-être des nouvelles versions et d'autres constructeurs. Donc on aura du matériel plus mature, plus robuste. Heureusement pour nous, on va pouvoir porter tous les développements qu'on a fait sur ces premières versions sur les versions futures, en tout cas si les fabricants travaillent bien. Quelques petites clés pour bien réussir justement l'intégration de ces nouvelles technos, de ces nouvelles usages au sein de partenaires industriels comme UPSA. Il faut voir vraiment ce casque comme un outil. C'est-à-dire que si on crée uniquement un scénario d'utilisation, finalement on va l'utiliser une, deux fois et on ne va pas s'en resservir. Et ce n'est pas du tout la demande. On ne va pas radicalement changer le métier des opérateurs, le métier des formateurs ou le métier des agents de maintenance, mais on va venir sur certaines phases de leurs opérations, on va venir optimiser tous leurs gestes. Donc c'est vraiment un outil. On va vraiment venir au même titre qui dispose de tournevis, d'objets de soudure, etc. On va venir comme un outil qui va leur permettre d'afficher cette info dans le contexte et de fait leur permettre d'être plus efficaces et de faire moins d'erreurs. On en a parlé du point, on n'imagine pas aujourd'hui créer des expériences ou des outils qu'on va apporter toute la journée. On va encore une fois sur une demi-heure, une heure, venir maximiser les opérations. On ne veut surtout pas bouleverser l'existant. Ce n'est pas le but. Ce sont des gens qui en ont vu plus d'une des révolutions industrielles. Ils en verront d'autres. HoloLens, pour le moment, est très bien parti pour durer avec, encore une fois, cette nouvelle dimension d'espace, cette nouvelle méthode d'afficher de l'information. Donc on va venir maximiser l'existant. C'est fondamental, comme pour tous les autres dispositifs digitaux, de travailler avec les end-users. Juste avant, on discutait du clivage qu'il peut y avoir entre les gens qui développent et les gens qui utilisent. Donc c'est fondamental de développer avec les utilisateurs main dans la main. Chez nous, on dispose de toutes les compétences en termes de design ergonomique, en termes de développement, mais on ne dispose pas des compétences métiers. Et une des règles qu'on impose, c'est lors de chaque réunion, on veut un utilisateur final présent dès le lancement du projet. C'est lui qui sera prescripteur, c'est lui qui va l'utiliser. On ne veut pas le forcer à utiliser ces solutions-là. On veut qu'il les prenne en main de lui-même et qu'il en découvre tout le potentiel. Et puis enfin, lorsqu'une application est bien faite, bien designée, la techno doit complètement disparaître. C'est-à-dire qu'on doit vraiment se concentrer sur l'essentiel, sur son métier et oublier complètement qu'on porte cette espèce de serre-tête sur la tête. Bon, voilà pour les principales recommandations. On a travaillé en à peu près 1 an et demi d'activité. On a ouvert pas mal de comptes, donc on partait de rien chez HoloForge. Et ça nous renforce vraiment dans l'idée que ces technos sont complètement attractives puisqu'elles suscitent l'intérêt d'absolument tous les acteurs. Et, on ne connaît encore personne qui s'y est mis.
C'est tout pour ma présentation. Je ne sais pas où j'en suis niveau timing. J'espère que ça se passe bien. Merci Si vous avez Antoine. des questions, C'est parfait au niveau timing. Il y a rien à dire. incroyable. Merci beaucoup.